Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le dimanche 2 février et voici les titres de l'actualité. Nous nous rendrons dans la Drôme où le Monte-Carlo historique se poursuit pour les spéciales de régularité. Une équipe de Monaco Info est sur place pour prendre la température. Vous entendrez dans ce journal Eric Arella, le contrôleur en charge de la direction de la sûreté publique, a présenté ses vœux mardi. Et si le pays assure toujours un haut niveau de sécurité, le nouveau patron de la police se dit favorable à l'utilisation de la reconnaissance faciale, notamment pour lutter contre la délinquance légèrement en hausse à Monaco. Nous irons ensuite à la rencontre d'une femme inspirante, architecte à Monaco, mise en lumière cette semaine lors du Monaco Women Networking. Et puis nous parlerons cinéma avec Vincent Vatrican. Le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco propose la projection d'un classique mardi prochain, mêlant musique, théâtre et romance. Mais d'abord, c'est la fin du suspense sur les cours du Monte-Carlo Country Club où Monaco s'est finalement incliné 3-2 face au Portugal en Coupe Davis au terme d'un week-end où l'on sera passé par toutes les émotions. Un point partout hier, un point partout encore cet après-midi après les 2 matchs disputés à partir de 11 h. Une égalité qui a conduit à un 5e match décisif perdu par Romain Arneaudo en 2-7. Non classé à l'ATP depuis 2018, le joueur menait pourtant au départ des 2 manches. Christophe Pacaud a recueilli sa réaction, écoutez. Je vais le féliciter Romain parce que franchement, il fallait se battre, 7-5, 7-5. Il y a un peu de frustration, on avait tellement envie de bien faire. Ouais, je suis très frustré parce que je ne m'attendais pas à ce genre de match du tout. Je l'avais vraiment dans la raquette, mais après c'était des plans de jeu un peu particuliers. Voilà, c'était un peu miraculeux de temps en temps et j'ai tenu. Mais je suis assez déçu par ma qualité de service, c'est ça qui m'a trahi. Je pense que voilà, si j'arrive à faire 2 bons jeux de service, 5-3 à chaque fois, je pense que je peux faire le set. Enfin le match du coup. Voilà, donc après physiquement ça commence à être très dur, donc en fait je m'échappe un peu des rallyes et de la stratégie. Et ça a marché quelques fois, mais il faut que je garde mon service, quoi. Et après je crois qu'à la fin là j'ai perdu tous les points d'affilée, l'autre il commence à plus donner grand chose, donc si je le laisse trop s'installer dans l'échange, je peux plus revenir. Et donc à chaque fois, c'est les débuts d'échange où il faut que je tente un truc. Et là, il a été meilleur. Donc c'est pour ça que le service était primordial et j'ai pas été assez bon. Les Monégasques n'ont pas démérité, mais c'est donc la formation portugaise qui a remporté ce play-off d'accession au groupe 1 de la Coupe Davis. Direction les routes de la Drôme où le rallye Monte-Carlo historique bat son plein pour les spéciales de régularité. Depuis hier, les quelques 230 équipages pilotent les bolides qui ont fait la légende du Monte-Carlo. Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni sont à leur côté dans cette belle aventure humaine. Entre routes sinueuses et conditions météorologiques imprévisibles, le rallye Monte-Carlo historique a tenu toutes ses promesses. Les équipages ont dû faire preuve de sang-froid et de maîtrise. De Valence à Saint-Nazaire-le-Désert en passant par le massif du Vercors, les autos ont affronté des portions de neige, rappelant les heures mythiques du rallye Monte-Carlo. Certains favoris ont connu des déboires mécaniques, tandis que d'autres se sont illustrés dans des performances audacieuses. De retour au parc fermé, le suspense reste entier. Ça s'est bien passé, un peu de neige et de glace sur les 2 premières spéciales, donc c'était un peu chaud, mais c'était sport, c'était rigolo. On s'est bien amusé. Très bien, aujourd'hui très belle journée, de très joli tracé, de belles spéciales vraiment. De la neige, alors étonnamment, on ne pensait pas qu'il y en aurait. Et puis bon, nous on a eu un problème technique, une connerie électronique, mais voilà. Mais sinon, chapeau à l'organisation, parce que le tracé qu'il y a eu, avec le peu de neige qu'il y avait, c'était des routes très plaisir. Dans la journée, 2 épreuves enneigées, les 2 premières, et puis donc des petits problèmes de circulation, de calage appareil, et puis du mieux certainement pour les 2 dernières. Ce matin, ça n'a pas démarré terrible, on a commencé par faire un tête à queue. Et on a perdu du temps pour ressortir du mur de neige. Et puis après, ma foi, donc après ça va, quoi. Mais il va falloir rattraper le retard. Les 2 épreuves du matin dans la neige, c'était formidable. Celle d'après-midi, la première bien. La dernière, cassante un peu, mais bon, un peu de fatigue, mais heureux. Copilote chevronné et déjà vainqueur du rallye Monte-Carlo historique, Sébastien Scholl s'est forgé une solide réputation dans l'univers de la régularité. Cette année encore, il vise les sommets, mais cette 2e étape n'a pas été de tout repos.
J'ai le sourire, mais on n'a eu que des galères. Mais bon, on s'amuse bien quand même. Non, les 2 premières spéciales, on s'est vraiment éclaté dans la neige. Là, c'est vraiment les conditions du Monte Carlo qu'il fallait. Et après, on a eu des pannes de matériel. Donc, on a une sonde qui a pris une pierre, elle s'est fait limer. Enfin bon, on a eu plein de bugs électroniques. Donc, on l'a fait à l'ancienne, voilà, avec les chronos, les machins. Et puis, bon, on est content, on est là. Puis, on jouera la gagne l'année prochaine. Le rallye Monte Carlo historique, c'est aussi une histoire de famille et de passion. À bord de leur Citroën DS, un père et sa fille forment un équipage uni. Le principal, c'est de le faire avec sa fille. Le reste, c'est... Et puis il y avait de la neige. On a renoué avec un beau Monte Carlo et de la neige. C'est bien quand même. J'ai un très bon pilote qui est patient. Même si je fais des erreurs, il m'en veut pas. Donc il rattrape le retard s'il faut. Donc tout va bien. On n'est pas du genre à s'engueuler dans la famille. Tous les concurrents regagneront la principauté pour une arrivée dans la nuit de mardi à mercredi sur le port Hercule. Une arrivée que nous suivrons bien sûr de près. En rugby, après une élimination prématurée dès les quarts de finale du tournoi In Extenso, le Monaco Rugby Sevens doit se relever et tirer le positif de cette aventure. Gaëtan Lebrun et Sylvain Péroumal ont suivi les joueurs pendant ces 3 jours de déplacement à Paris. Voyez leur reportage. C'était le rendez-vous le plus important de l'année pour le Monaco Rugby Sevens. 1 an de préparation pour un seul objectif, soulever le trophée ce 1er février à la Défense Arena. Malheureusement, le parcours des joueurs du MR7 s'est arrêté dès leur entrée en lice, éliminés par les futurs vainqueurs de la compétition. Mais cette défaite n'a pas été vue comme un échec par le staff de l'équipe et notamment le coach James Kent qui s'est montré fier des liens créés par ses joueurs durant toute cette aventure. Sur les quelques jours en tant qu'équipe, sur la préparation, je pense que accomplir ce qu'on voulait faire avec les liens entre les joueurs, différentes cultures, langues, clubs, ça on a pu le faire et puis aujourd'hui on est déçus. Mais si on peut trouver des positifs dans ce premier match, on sait où on peut travailler pour essayer de prendre la place du gagnant l'année prochaine. Une aventure avant tout humaine pour ces joueurs qui n'ont jamais baissé la tête et ont tenu à s'encourager dès la fin du tournoi en essayant de regarder de l'avant. D'un point de vue coach, on va regarder un peu ce que nous on peut faire de mieux. Et puis après, que ce soit en plan de jeu, en préparation, en contenu. Et de là, après, on peut commencer à regarder plus précisément les joueurs. Et maintenant, on sait que la qualité est élevée, on a besoin de joueurs aussi qui peuvent jouer à ce niveau-là. Et je pense aussi on a quand même un groupe qui connaît bien le MR7. Et donc maintenant, l'idée, c'est de les emmener avec nous dans ce voyage pour essayer de s'améliorer tous. Se remettre en question, continuer à travailler et progresser ensemble pour continuer de rivaliser dans cette compétition où le niveau augmente chaque année. Ce sont les objectifs que s'est fixé le MR7 pour les mois à venir. Monaco a fini ainsi 7e sur 16 au classement général. On referme cette page sport avec du handball et l'arrivée du nouvel entraîneur de National 2 masculine, Nicolas Laronze. Sur le compte Instagram de la formation, le coach se dit heureux de commencer cette nouvelle aventure en rouge et blanc et garde en tête un objectif, aider l'équipe à se maintenir en national. Un challenge difficile selon lui, mais réalisable. Prochain rendez-vous pour l'AS Monaco Handball samedi 8 février à Antibes en championnat de France. Coup d'envoi à 20h15. Après 5 mois passés à la tête de la police monégasque, Éric Arella a organisé sa première cérémonie de vœux mardi dernier. Plusieurs sujets majeurs ont été abordés par l'ex-directeur de la police judiciaire de Marseille, comme la reconnaissance faciale ou encore la délinquance routière. Le nouveau contrôleur en charge de la direction de la sûreté publique nous dévoile ses ambitions. Il est interviewé par Christophe Paco. Éric Arella, bonsoir à vous. Bonsoir. Cérémonie importante, toujours, pour planter le décor, pour revenir sur ce qui est passé l'an dernier. C'est le bilan lors d'une cérémonie des vœux. Et on parle aussi, bien sûr, présent et objectif. Une cérémonie des vœux où on s'aperçoit qu'ici, il fait toujours bon vivre à Monaco, et surtout en parfaite sécurité. Effectivement, pour moi qui viens d'une région très agitée, la région marseillaise, que je ne veux surtout pas dénigrer aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'à Monaco, on est dans un niveau de sécurité tout à fait assuré. Vous voulez dire qu'il est très élevé ? On a connu pour l'année écoulée une petite augmentation de la délinquance qui est de l'ordre de 4,10%. Mais c'est beaucoup moins de 1000 faits sur toute l'année qu'on continue. Et c'est une augmentation de 35 faits.
Donc, cette augmentation, elle est surtout due à une petite augmentation du nombre de cambriolages qu'on a connu notamment au cours de l'été dernier. On a eu effectivement une petite flambée. Avec une petite flambée, on est passé de 17 faits de cambriolage contre 11. Voilà, les chiffres sont en légère augmentation, mais restent vraiment très modestes. Si on reste dans ce domaine, Eric Arella, on s'aperçoit qu'il y a de nouveaux moyens maintenant pour aller plus vite avec l'intelligence artificielle. Hein, par exemple, je m'avance un petit peu, j'attends votre réponse, mais par exemple, la reconnaissance faciale, c'est quelque chose qui peut vous aider? Oui, j'ai pu l'indiquer ce matin. On a l'avantage à Monaco d'avoir effectivement des moyens tout à fait à propos. Vous savez qu'on dispose près de 1300 caméras. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très important pour les 2 km². On a surtout l'avantage d'avoir une belle réactivité et des logiciels d'analyse qui sont très performants. Qualité d'image, logiciel d'analyse. Il est vrai que si on disposait aussi de la reconnaissance faciale, quand on voit l'aggravation des faits de délinquance dans le monde qui nous environne, je pense que ce serait quelque chose qui serait tout à fait judicieux sur la principauté. Oui, vous l'avez dit, avec ces caméras et cette reconnaissance possible, même si on met des masques, même si toujours les voleurs sont très astucieux, comme vous l'avez constaté cette saison. Hein. Bien sûr. Il faut être vigilant à tous les niveaux, surveiller les écoles, c'est important pour vous aussi. Pour nous, l'important, c'est effectivement de maintenir ce haut niveau de sécurité à Monaco, de garder un lien le plus étroit possible avec la population monégasque. C'est quelque chose qui, pour nous, est un postulat de base. Dans cela, effectivement, il y a la proximité sur les abords et dans les écoles. C'est quelque chose que nous faisons en sorte de préserver. Vous savez qu'on a des réservistes à cet égard qui s'attachent justement à assurer cette sécurité. Nous savons que c'est très apprécié. On va nécessairement le continuer. Tout comme l'accueil des résidents, qui est aussi un des fers de lance. Ça fait partie de nos objectifs. Là, actuellement, on a presque 25 000 demandes, alors pour la moitié qui concerne effectivement les demandes de cartes de séjour, le renouvellement de ces cartes de séjour. Donc l'avantage de notre nouveau bâtiment inauguré il y a 1 an nous permet de faire un accueil de bonne qualité. Il nous reste simplement à maintenir ce cap. Peut-être améliorer encore nos délais d'obtention justement de ces cartes de séjour, mais on est dans des conditions d'accueil qui nous paraissent déjà très satisfaisantes. Personne n'est resté insensible, Eric Arella, aux accidents survenus sous le tunnel notamment de Monaco. La sécurité routière, c'est un vrai débat, comme tout ce qui est dérive au volant, hein, bien sûr. Et de plus en plus de contrôles ont été effectués. On va continuer dans ce domaine ? Totalement. On a eu un bilan en hausse, plus de 6% d'augmentation du nombre d'accidents corporels, 161 au total. Alors, outre le nombre, c'est surtout la gravité qu'il faut stigmatiser. On le voit bien, les causes sont bien connues. On a une consommation d'alcool excessive qui est associée à une vitesse excessive quand ce n'est pas une consommation de produits stupéfiants qui s'accompagne de tout cela. On a vraiment une gravité là qui s'accentue et qui justifie en tout cas, et vous le savez, le gouvernement princier l'a annoncé en fin d'année, qui justifie de mesures que nous sommes en train de réunir et qu'on devrait proposer, que le ministre de l'Intérieur devrait pouvoir proposer dans quelques jours. Ouais, dans quelques jours, hein, ou quelques heures, ou quelques mois, ça peut aller très très vite de votre côté ? La mise en application ? Il y a besoin d'un arsenal législatif un peu différent qui nous permet, ce qui n'est pas le cas à Monaco, de faire des contrôles inopinés en la matière. Le projet législatif vise à créer de nouvelles infractions, vise à aggraver les infractions existantes et nous donner cette capacité surtout de pouvoir faire des contrôles d'initiative. Prudence, hein, toujours dans les rues de Monaco, vous le savez, beaucoup plus de contrôles, des textes de loi qui vont arriver, l'utilisation peut-être de radars différents. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans un pays, il y a toujours des événements. On a vu que le rallye Monte-Carlo, bientôt sera le Grand Prix. Il y a des événements également dans les salons automobiles. Il y a toujours une façon de contrôler plus ou moins bien. Est-ce qu'on arrive, encore une fois, à parler de haute sécurité à Monaco? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mieux contrôler à Monaco par rapport à vos diverses missions passées? Je pense qu'on peut dire sans nuance que Monaco garde un haut niveau de sécurité. C'est vrai que la police est très chargée et très prise par l'événementiel, très important. On a cette capacité en tout cas de gestion, on l'a démontré à travers les années précédentes. On a de nouveaux objectifs pour l'année qui vient, mais pas d'inquiétude majeure à cet égard. Le grand objectif pour vous qui venez d'arriver ici en Principauté, ce serait lequel ? Il y en a deux, c'est vraiment maintenir ce haut niveau de sécurité et garder un lien avec la population monégasque le plus proche possible. C'est pour nous quelque chose qui est un postulat de base. Mais on n'oublie pas, peut-être pour conclure, les liens également avec la justice, hein, comme les encours des avoirs criminels, c'est quelque chose qui est très important ici.
Nous avons effectivement un encours d'avoir criminel saisi de plus d'un demi-milliard. C'est un chiffre considérable. Vous savez qu'on s'inscrit, comme toute l'administration monégasque, dans le respect des recommandations qui nous ont été faites par le GAFI et Monéval. Et c'est vraiment aussi un des gros enjeux dans lesquels nous participons grandement, notamment aux côtés et en lien avec la justice. Et pour conclure, Eric Carella, on peut aussi parler, parce que vous avez beaucoup parlé de proximité avec la population, on parle toujours de prévenir la population. L'attractivité du métier, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, c'est quelque chose dont vous souhaitez peut-être évoquer avec nous quelques grandes lignes aujourd'hui. C'est un métier qui attire encore aujourd'hui, qui peut encore plus attirer ? Alors c'est un métier qui attire, mais qui peut encore mieux attirer effectivement. Ça fait partie de l'attractivité au métier de la police monégasque. C'est quelque chose qui constituera un des fils rouges de mon action. Vous savez qu'actuellement on a près de 40 agents et lieutenants en formation. On a des capacités d'accueil et de formation qui sont très intéressantes. Et je pense que nos jeunes auraient intérêt à se diriger aussi vers ces métiers d'autorité, de sécurité et de service auprès de la population. C'est quelque chose qui peut séduire en tout cas nos jeunes. Je les y engage en tout cas vivement. Vivement. Et avec une belle évolution de carrière dans votre corporation ? Avec une évolution de carrière qui est toujours intéressante. Vous êtes combien aujourd'hui à la direction de la sûreté publique ? La direction de la sûreté publique comporte actuellement 620 personnels, dont plus d'une centaine de femmes. Avec tous les métiers qui sont représentés, du renseignement, de la police judiciaire, de la police urbaine, de la sécurisation. Vous avez des métiers de terrain, des métiers de bureau, des métiers de police technique scientifique. On a de quoi, on a une panoplie qui est telle que nos jeunes peuvent s'épanouir dans ce métier d'autorité. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir et encore tous nos meilleurs vœux pour 2025. Bonsoir à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et c'est au nom d'Eric Carella justement que depuis plusieurs jours, des emails frauduleux sont envoyés. Il s'agit de fausses convocations judiciaires informant leurs destinataires qu'ils sont mis en cause dans le cadre d'une procédure et sollicitent de leur part une réponse. Certains sont également envoyés au nom de Monaco Télécom. Si vous avez reçu ce type de courriel, voici la marche à suivre. Christine Datomel et Arnaud Imbert. Un sujet qui est dédié à l'ensemble du public et qui touche à la sécurité de chacun d'entre nous. Ces derniers jours, il y a eu un certain nombre d'hameçonnages par mail à Monaco, des attaques entraînant des risques de corruption. Alors, comment réagir face aux tentatives de phishing et quels risques encourons-nous si nous nous faisons piéger ? Alors le risque est effectivement qu'une fois que les attaquants ont pris le contrôle de votre boîte aux lettres, ils réutilisent votre nom pour réaliser des méfaits. Donc utiliser vos comptes en banque, les sites habituels sur lesquels vous travaillez ou vous utilisez dans votre vie au quotidien. Lorsqu'on vous demande de cliquer sur un lien, posez-vous la question, est-ce que je connais cette personne? Est-ce que je connais cette entreprise? Si je n'ai pas de relation habituelle avec elle, là aussi encore, supprimez le mail, ça sera plus simple et ça évitera les catastrophes. Des solutions ont donc été trouvées pour protéger les résidents de la principauté. Des campagnes de prévention ont été lancées par Monaco Télécom et par le gouvernement. L'opérateur téléphonique souhaite d'ailleurs alerter la communauté monégasque sur les différents protocoles à mettre en place et à utiliser. Il faut avoir un mot de passe qui soit solide. Donc 12 caractères, au moins une majuscule, une minuscule évidemment, au moins un chiffre et au moins un caractère spécial. 12 caractères, première chose. Deuxième chose, il faut avoir un mot de passe différent pour chacune des applications que vous utilisez. Donc votre mail, il existe, des attaquants le connaissent. Si votre mot de passe est trop facile, eh ben, ils vont finir par réussir à rentrer dans votre boîte. Si votre mot de passe est en plus le même sur toutes les autres applications que vous utilisez, et bien là, votre vie, elle va devenir beaucoup plus compliquée. Alors, si vous n'avez pas tout compris, rien de plus simple, il vous suffit de vous rendre à la Maison du Numérique qui vous aidera dans ces différentes démarches. Des ateliers seront également mis en place très prochainement pour renforcer la pédagogie.
Située au cœur des jardins d'Apolline, la Maison du Numérique est ouverte du mardi au samedi. Ces femmes brillent dans leurs domaines respectifs, l'innovation, l'entrepreneuriat ou le leadership, et leurs parcours inspirants ont été mis en lumière mercredi dernier au Neptune lors du Monaco Women Network, un événement organisé pour la seconde fois par le Monaco Women Forum. L'une d'entre elles s'appelle Emmanuelle Tama, elle est architecte d'intérieur et était l'invitée d'honneur cette année. Vanessa Dessier et Camille Caloni l'ont rencontrée. Le Monaco Women Forum s'inscrit dans la continuité d'une série de rencontres visant à favoriser les échanges professionnels, la collaboration et l'innovation. Cette plateforme dédiée aux discussions met en lumière des femmes dans des parcours d'exception. Le Monaco Women Forum, c'est une initiative créée par ma mère, Cinzia Coleman, il y a 12 ans avec le prix Monte Carlo Femme de l'année. Le but, c'est de mettre en lumière le travail de femmes extraordinaires dans le monde entier, dans divers secteurs, que ce soit la finance, l'art, les sciences, l'aide caritative. Et chaque année, on change d'édition, de thème. On reçoit des femmes de pays à travers le monde qui parlent de leurs projets et de leur expertise. Les participants ont eu l'opportunité de rencontrer Emmanuelle Tama à la tête d'un cabinet d'architecture d'intérieur basé en Principauté. Lauréate du German Design Awards 2025, elle souhaite aujourd'hui partager son expérience et inspirer les nouvelles générations. Si vous voulez, mon métier, c'est une passion. C'est vraiment un métier passion et j'ai envie de partager ça avec les femmes de Monaco, de montrer également que c'est un domaine qui certes est assez masculin, notamment sur les chantiers, mais qu'une femme peut tout à fait s'imposer, faire ses preuves et amener aussi sa patte un peu plus douce, un peu plus à l'écoute pour pouvoir mener un projet à bien. Ce deuxième rendez-vous fait partie d'une série d'événements qui se tiendra tout au long de l'année. Les prochaines rencontres sont prévues en février et en avril prochain. Et entre-temps aura lieu l'événement phare, le Monaco Women Forum, le 21 mars. Bonne nouvelle, la consommation de tabac, d'alcool et de cannabis ne semble plus être en vogue chez les jeunes. C'est ce que révèle l'INSEE suite à une enquête réalisée auprès de lycéens de Monaco sur leur comportement addictif. Un hic tout de même, la montée en flèche de l'utilisation de la cigarette électronique. Plus de détails dans ce sujet de Christine Datomel et Alexandra Marangoni. Une enquête indispensable pour connaître l'état de santé de nos jeunes, réalisée en avril 2024 dans tous les établissements scolaires de la Principauté. Cette enquête, menée tous les 4 ans dans 35 pays européens, apporte beaucoup pour Monaco. C'est important de savoir pour nous quel est l'impact des politiques que nous menons visant à prévenir et à prendre en charge ces addictions. Et puis c'est intéressant de savoir comment on se positionne par rapport aux 35 autres pays qui réalisent dans les mêmes conditions les mêmes études et qui du coup nous permettent de nous situer à l'échelon européen sur cette problématique. Une enquête qui interrogeait des adolescents âgés de 15 et 16 ans sur leur usage en matière de tabac, alcool et autres addictions. Plus de 1300 élèves ont donc répondu à cette enquête de manière anonyme, soit plus de 90% de taux de réponse. Et si la pratique des jeux d'argent et de hasard s'est atténuée en 2024 et ne concernerait qu'une partie réduite des lycéens de Monaco, qu'en est-il des produits de consommation à risque tels que le tabac, l'alcool et le cannabis? La bonne nouvelle, c'est que la plupart des indicateurs ils sont à la baisse, très nettement. Sur le tabac, pour la première fois, moins de la moitié des lycéens déclarent avoir déjà fumé au cours de leur vie, alors qu'ils étaient plus de 55% il y a 5 ans. Ils sont plus que 36% cette année, donc ce sont des bonnes nouvelles. Également, l'alcool est à la baisse aussi et le cannabis a fortement chuté. On a moins d'1 élève sur 5 qui est concerné par le cannabis, par l'expérimentation en tout cas en 2024. La cigarette électronique, ça contraste avec cette tendance puisque c'est le seul produit qui s'est déjà nettement installé il y a 5 ans. Son usage a à présent dépassé celui des cigarettes traditionnelles. Il y a aussi une baisse sur l'expérimentation, sur les usages récents. En revanche, on a de plus en plus de lycéens qui l'utilisent quotidiennement. C'est le seul indicateur qui est en hausse de toute l'étude, c'est l'usage quotidien de cigarettes électroniques. À noter également que l'utilisation d'Internet et notamment des réseaux sociaux s'est accélérée en 2024.
quels seraient alors les dangers pour nos lycéens? Les risques de consommation ou de comportement, c'est l'usage excessif, donc à risque, et de rentrer dans l'addiction. L'addiction, ça veut dire qu'on va avoir des phénomènes de sevrage, de dépendance. Donc on agit au niveau du cerveau, au niveau de la concentration, au niveau de l'attention, au niveau du sommeil, au niveau de l'humeur, de l'anxiété. Donc ça touche vraiment tout le côté psy, mais que ce soit les substances ou les comportements, à partir du moment où l'addiction, la définition de l'addiction, c'est l'impossibilité de résister à consommer ou à un comportement. Et effectivement, ça peut être tout à fait obsédant et ça bouleverse et ça perturbe l'équilibre normal. Et si la plupart des lycéens évaluent leur bien-être de manière positive, la question du sommeil paraît constituer un réel enjeu puisque la plupart d'entre eux avouent ne pas se réveiller de manière alerte le matin. Vous pouvez retrouver le rapport complet sur le site www.imc.mc. Parlons 7e art à présent. L'Institut audiovisuel de Monaco nous invite à découvrir ou redécouvrir mardi prochain Mélo, un film d'Alain Resnais dans lequel Pierre, violoniste, invite à dîner un de ses amis virtuoses, Marcel, et lui présente sa jeune femme Romaine. Sauf que Marcel et Romaine vont tomber amoureux l'un de l'autre et ça, ce n'était pas prévu. Vincent Vatrican, le directeur de l'Institut, en dévoile un peu plus dans cet entretien mené par Fabien Bonilla. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on passe du théâtre au cinéma avec Mélo, un film d'Alain Resnais. C'est le choix pour le label Théâtre et Cinéma que nous développons avec le Théâtre Princesse Grace, puisque cette projection aura lieu au Théâtre Princesse Grace début février. On pourrait dire choix évident, parce que c'est un film tout à fait remarquable dans l'œuvre de Resnais, qui annonce même d'ailleurs une évolution par rapport à son travail précédent. Césarisé, il me semble que les comédiens ont eu des Césars. Absolument, oui, film multi-césarisé, et qui annonce un changement, une évolution dans l'œuvre de Resnais, qui assume tout à fait la théâtralité de son cinéma. C'est une histoire d'amour, de sexe, de désir. Racontez-moi un peu l'histoire. Oh, l'histoire, je préfère pas la raconter parce que je dirais que c'est une pièce de boulevard. Oui, c'est une pièce de théâtre au départ, bien sûr, de 1929. De 1929, d'Henri Bernstein, qui a été d'ailleurs adapté au cinéma plusieurs fois. 3 fois avant, je crois. Avant Resnais. Donc 4 personnages principaux qui vont se raconter leurs souvenirs, leurs désirs, leurs compromissions, et effectivement les relations entre les couples vont évoluer et même changer. Ce qui est, je trouve, absolument magnifique dans ce film, c'est d'abord que Resnais n'essaye pas de tricher par rapport à son sujet et l'origine de son sujet, c'est-à-dire que d'emblée, il filme le décor pour ce qu'il est, c'est-à-dire un décor. Il n'essaye pas de faire croire qu'il a transposé cette pièce des planches du théâtre dans la rue ou dans un appartement. C'est clairement annoncé comme du théâtre. Oui, parce qu'il y a même le rideau rouge d'ailleurs. Il y a le rideau qu'on voit même apparaître au changement d'acte. Avec un quatuor resnaisien, on va dire, qu'on retrouve régulièrement avec Alain Resnais, Pierre Arditi, Sabine Azéma, André Dussolier, Fanny Ardant. Qu'est-ce que ces personnages, ces acteurs ont de particulier pour vous et dans l'univers d'Alain Resnais? Alors c'est marrant parce que les deux hommes sont tous deux des violonistes, donc j'allais dire que c'est... pour filer la métaphore, c'est les instruments de Resnais qui est le chef d'orchestre. Il sait très bien qu'il a 2 premiers violons
et elle, je ne sais pas, 2 pianistes hors pair. Donc 4 solistes, mais qui font voilà, qui font un quatuor. Exactement. Absolument magique. Donc il y a effectivement la très bonne connaissance des comédiens, de leur façon de jouer, de leur voix, qui est très importante dans ce film, au sens des cordes vocales. Et puis la manière dont les 4 arrivent à jouer ensemble. Et vous m'avez donné envie. Allons voir Mélo. Merci Vincent. Merci Fabien. J'ai toujours été là avec tes mains. Tu serais plus heureux sans moi. Pas une maîtresse quand vous la quittez, ou qu'elle vous a quitté, elle est plutôt amochée, non? Enfin, tu ne sens pas ce qui est. Tu ne me regardes pas, tu ne me vois pas. Effectivement, 2 Césars liés à ce long métrage ont été remis en 1987, celui de meilleure actrice à Sabine Azéma et celui de meilleur second rôle à Pierre Arditi. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo présentées par Émilie Flamin. Ne manquez pas ce lundi la sortie d'un nouveau podcast Monaco Info. Thomas Brezzo est au micro de Geneviève Berthy, le président du Conseil national depuis avril 2024 et ancien avocat au barreau de Monaco, reviendra sur son parcours dans le droit et sa carrière politique. À la présentation de votre JT demain, Émilie Rousseau. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain. Excellente soirée. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, après la pluie vient le beau temps. Le soleil est bel et bien de retour en principauté et ce, pendant plusieurs jours. Les températures, elles aussi, sont en hausse. Encore de la fraîcheur le matin avec 9 degrés, mais l'après-midi, il fera jusqu'à 17 degrés. En ce lundi 3 février, nous fêterons les Blaises. Et à bas le plastique pour ce lundi avec la journée internationale sans paille. Même si elles sont proscrites dans beaucoup de pays, cette journée permet de rappeler l'importance de réduire l'empreinte carbone de la consommation humaine. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.